65 attaques depuis 10 jours, c'est du jamais vu. Mais d'abord, un tout petit mot avec vous, Édouard Tétrault, de votre contre-proposition dans le JD News. À quoi servent nos impôts? Vaste question, on se la pose tous. Quelle est la réponse que vous nous apportez cette semaine? Voilà. Alors, c'est une contre-proposition inspirée par Warren Buffett. Je viens dans un instant, mais effectivement, il y a 15 jours, nous avons été quelques privilégiés, fermez les guillemets, en fait 45% des foyers français à recevoir une déclaration d'impôt, d'impôt sur le revenu à remplir. Et en fait, on est 45%, c'est donc une minorité, 18 millions de foyers. Bercy a fait un site très intéressant, très pédagogique, pour dire à quoi servent nos impôts. Et d'ailleurs, c'est le titre du site. Et ils prennent un camembert, très bien fait, ils disent, sur 1 000 euros d'impôts... Voilà à quoi ça sert. Voilà, c'est pas 1 000 euros d'impôts, c'est 1 218 milliards d'euros d'impôts qui sont prélevés sur nos richesses particulières, personnelles, familiales et d'entreprises, pour faire tourner la machine. Sur 1 000 euros, vous retrouvez tout le détail dans JD News, mais d'abord, en pole position, ce sont les retraités. Il y a 250 euros qui partent pour les retraités, donc le quart. 17 millions de retraités peuvent dire merci à 30 millions de cotisants. Ensuite, il y a 200 euros... Mais eux-mêmes ont cotisé avant quand ils travaillaient. Absolument. Je le rappelle toujours. Il y a 200 euros qui partent pour la maladie, la santé, et incluant les fausses cartes de sécurité sociale. Vous savez que les arrêts maladie, on est passé de 6 à 10 milliards d'euros annuels depuis le Covid, sans aucune raison. Et après, il y a plein de choses assez connues. Il y a 100 euros, c'est tout ce qui est l'assistanat, les allocations. Et puis après, je ne donne pas le détail, mais l'éducation nationale, 88 euros, etc. Mais ce qui frappe dans cette hiérarchie, c'est qu'en fait, arrive tout en bas, ce qui est la priorité exprimée des Français. La justice, incluant les prisons, c'est 5 millièmes de nos impôts. C'est 5 euros. La sécurité, donc la police, la sécurité de nos quartiers, nos villes, nos campagnes, c'est 25 euros. La défense, c'est 31 euros. Dans le monde dangereux, 31 euros, c'est l'équivalent du service de la dette. Vous dites, mais comment est-ce qu'on va faire pour inverser cette hiérarchie de priorité, remettre en haut et puis faire des économies? Alors Warren Buffett, donc l'investisseur, le plus grand investisseur au monde, a eu une réponse pour les Américains il y a un mois. Il a dit, écoutez, c'est simple, si vous voulez réduire les déficits et remettre de l'or là-dedans, vous passez une loi qui dit les parlementaires qui ont voté ou laissé exécuter un budget avec plus de 3% de déficit sur PIB deviennent tous inéligibles. Les députés, les sénateurs, etc. Alors, zéro chance en France, je vous le dis tout de suite. Zéro chance. La proposition, il faut un peu l'affiner. C'est une contre-proposition sur la règle d'or, le zéro déficit. Mais la contre-proposition ici, c'est non seulement rendre inéligible ceux qui laissent filer un déficit qui, en fait, plombe notre avenir, plombe l'économie et ne crée pas de croissance, mais aussi interdiction absolue de monter le moindre impôt, la moindre cotisation, puisque la France est déjà aujourd'hui lanterne rouge, de tous les pays du monde développé. Voilà, donc c'est la proposition Buffett appliquée à la France. Si on veut remettre de l'ordre dans les priorités d'investissement de nos impôts et sinon équilibré, en tout cas avoir un budget qui fonctionne. En tout cas, votre papier est limpide et le camembert que vous montrez, et on le conseille à nos auditeurs et nos lecteurs, explique bien les choses. Ça vous plonge dans un abîme de réflexion, Geoffroy Lejeune. Quand j'ai lu la chronique d'Édouard dans le JD News, j'ai lu 2 fois le camembert. C'est pas possible. Pour être certain, en fait, vous vous rendez compte, on commentait tout à l'heure, et on va commenter à nouveau, le déplacement de Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, qui font partie des poids lourds du gouvernement, parce qu'ils sont sur les domaines les plus importants pour nous, la sécurité et la justice. Vous mettez les deux ensemble, c'est 30 euros sur 1000. 30 euros sur 1000 pour la sécurité et la justice, vous vous rendez compte? Donc moi, j'avoue, je l'ai lu 2 fois, et j'étais un peu désespéré à la sortie. Ouais. Bon, on va passer justement à ce déplacement que vous venez d'évoquer, mon cher Geoffroy. Écoutons François Bayrou, parce que les attaques contre les personnels pénitentiaires se multiplient. C'est visiblement des actions coordonnées, a priori venant des narcotrafiquants, selon Bruno Retailleau. Écoutez ce que dit François Bayrou, qui souhaite restaurer l'autorité de l'État. C'est forcément l'organisation de notre justice, de tout notre appareil pour identifier les gens dangereux, pour les mettre dans des situations où ils ne menaceront plus
la société et pour que l'autorité de l'État soit enfin respectée comme elle devrait l'être. Notre présence signifie que nous sommes absolument déterminés et d'une certaine manière, ces attaques montrent que l'action du gouvernement et de l'État touche juste. Alors, on voit, comme à chaque fois, Alexandre Devecchio, ses déplacements de ministres devant les caméras, la François Bayrou, Gérald Darmanin, Bruno Retailleau. C'est un pour dire aux agents pénitentiaires, on ne vous lâche pas, on ne vous laisse pas tomber. Mais est-ce qu'ils ont du poids sur ce qui peut se passer, ce qui est en train de se passer? Moi, j'aimerais croire ce que dit François Bayrou à la fin. Je ne veux pas être désespérant, mais je ne suis pas sûr quand même que l'État se fasse tirer directement dessus par les narcotrafiquants soit le signe de son efficacité, si vous voulez. C'est surtout le signe de son immense faiblesse. Que des narcotrafiquants fassent leur business au mépris de la loi. C'est déjà un immense problème dans une société qui s'attaque directement à l'État, à des prisons qui devraient être à une forme de sanctuaire. Ça dénote une faiblesse terrible, une paupérisation de l'État français. Alors François Bayrou et Retailleau ne sont pas les responsables. C'est 40 ans, si vous voulez, d'affaiblissement, d'état de droit qui ont créé d'un état de droit qui a créé un signal pour les voyous que tout était permis. Donc c'est une étrange défaite, mais je crois qu'il y a vraiment tout à revoir, que ce soit en termes de moyens. On parlait des questions budgétaires, ce serait bien qu'on mette le paquet notamment sur la sécurité, que ce soit la priorité des priorités, mais aussi en termes d'organisation juridique. Il faut remettre totalement à plat notre justice. Donc il suffit pas de dire oui, on s'en est pris aux trafiquants, ils se vengent. À mon avis, c'est un peu court. Et ce qui est très inquiétant, c'est que ça dure depuis 10 jours et qu'on n'a pas de piste. Donc ça aussi, c'est un signe de faiblesse. Alors, après, j'aimerais pas être à leur place. Ils peuvent pas non plus dire on est complètement démunis. Mais moi, en tant que citoyen, c'est ce qui m'apparaît. Et le parquet national antiterroriste enquête, on n'a pas de piste pour l'instant, je vois le jeune. Et les personnels pénitentiaires sont désespérés. Ils demandent qu'on crée des zones quasi militaires autour des prisons pour des zones militaires. On en est là. Plus vous laissez les causes, les racines du problème prospérer, plus vous allez devoir adopter des solutions radicales pour essayer d'éviter les conséquences. En réalité, on en est arrivé là. Et moi, tout à l'heure, Alexandre parlait d'état de droit. Je pense qu'il va falloir une bonne fois pour toutes, et ça va nécessiter beaucoup de courage politique, et puis aussi que l'Assemblée nationale se réveille. Il va falloir envoyer valser toutes les préventions des gens qui défendent l'état de droit. Aujourd'hui, défendre l'état de droit, c'est juste défendre l'état du droit, c'est-à-dire l'état dans lequel notre droit est à l'heure où on parle. Et en fait, il nous a complètement désarmés. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que Mohamed Amra, par exemple, quand il s'est évadé et que les deux agents pénitentiaires ont été assassinés au parking au péage, à ce moment-là, pendant plusieurs jours, l'État pensait que c'était un petit trafiquant et qui ne nécessitait pas d'être spécialement surveillé. Moi, j'ai posé la question au ministre de l'Intérieur il y a quelques mois, quelques semaines, et je lui ai demandé mais comment on n'a pas pu se rendre compte de la dangerosité du bonhomme, et il m'a expliqué qu'en fait, en l'absence de parquet anti-narcotrafic, il n'y avait pas d'échange spécifiquement d'informations sur ce genre de bonhomme, et donc du coup à la fin il est gardé par deux personnes qui sont pas armées, et en fait c'est normal, c'est la norme. Donc aujourd'hui il va falloir changer ça, et il va falloir assumer de prendre les critiques et les hurlements même de la gauche pro état de droit, qui en réalité cachent juste un amour de l'impuissance de l'État, pour pouvoir se battre à armes égales avec les trafiquants. Et pour l'instant c'est pas possible. Et ils ne nous font pas de cadeaux, les narcotrafiquants. Édouard Tétrault, là-dessus. Tout à fait d'accord avec Geoffroy. J'ajoute une chose, c'est que l'enquête regarde aussi, parce que les opérations sont tellement coordonnées, tellement remarquablement coordonnées, qu'on se demande s'il n'y a pas aussi la possibilité d'une ingérence étrangère. C'est l'article du Canard enchaîné aujourd'hui. Ouais. Est-ce que c'est... on regarde de la même façon que la Russie avait beaucoup d'ingérence, de sabotage en Allemagne, en Europe du Nord récemment. Est-ce que c'est la Russie? Est-ce que c'est l'Algérie? Est-ce que ce sont les deux? Est-ce que les narcotrafiquants ont un si grand intérêt que cela de venir défier l'État, alors que ces deux puissances étrangères, oui? Ça ne retire absolument rien à ce qu'ont dit Alexandre et Geoffroy, mais c'est un vrai sujet de vigilance. C'est exactement ce que disait Claude Moniquet, qui est spécialiste du terrorisme et des renseignements, qui était il y a quelques instants sur notre antenne. Écoutez-le. C'est un feuilleton sinistre. Ça a été rappelé ce matin, 65 établissements dans 30 départements français qui ont été touchés.
C'est énorme, à ma connaissance, c'est du jamais vu sur cette échelle, et c'est un défi directement lancé à l'État. Et là, on pense à la Russie, on pense à l'Algérie, bien sûr. Alors la Russie, ça s'explique facilement. On se rappelle des étoiles de David et des mains rouges qui avaient été taguées sur les murs, de l'affaire des cercueils au pied de la Tour Eiffel. On sait que les Russes, les services russes, ont mené de multiples opérations de déstabilisation, de guerre hybride, comme on dit, contre l'Occident. Et les Algériens, on y pense parce que l'une des principales... D'abord, il y a le conflit que tout le monde connaît entre la France et l'Algérie. Et puis, l'une des principales organisations de narcotrafic en France, c'est la DZ Mafia à Marseille. Et DZ, c'est pour Al Jazeera, c'est l'Algérie. Donc, il y aurait peut-être un relais possible des services algériens. Le scénario, Françoise Laborde, est assez inquiétant, de Claude Moniquet. Oui, et en effet, Claude Moniquet a raison de souligner que la coordination complètement organisée, spectaculaire de ces actes, parce qu'au début on se disait bon, il y a eu 2 ou 3 actions comme ça, c'est déjà arrivé qu'on s'attaque à des gardiens de prison, mais là on se rend compte que ça dure depuis 10 jours, qu'il y a 30 départements et qu'il y a 65 faits divers. Donc il y a en effet quelque chose d'extrêmement coordonné, et force est de constater qu'il n'y a pas vraiment de piste, si j'en crois ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur tout à l'heure, et 2, qu'en effet on se dit il y a quand même, alors certes les narcos ont beaucoup de moyens, mais pour être coordonné à ce point, est-ce qu'il n'y aurait pas en effet derrière une puissance qui a des intérêts de ce genre? La DZ Mafia, on le sait, est extrêmement puissante. Et c'est vrai qu'on a le sentiment, est-ce que vous soulignez tout à l'heure, c'est qu'on a toujours une guerre de retard par rapport à ça. On est toujours dans des débats à l'Assemblée en train de pinailler, est-ce qu'il faut vraiment... Alors, les droits de la personne sont-ils vraiment protégés si on se met à écouter un prisonnier en prison, etc. Et là, on se dit, mais on est vraiment dans des échelles de valeurs qui sont complètement différentes. Et si on ne prend pas la mesure, de la corruption qui a été mise en place par ces narcotrafiquants, des moyens extraordinaires dont ils disposent, on n'y arrivera jamais. Bien sûr. Et là, on change de configuration, Alexandre Devecchio aussi. Effectivement, il y a des ingérences d'États étrangers. Et il y a aussi ce mot qui a été galvaudé, je suis en guerre, nous sommes en guerre. Oui, mais là, la guerre, elle est là. Elle est sur notre sol. Oui, et alors... Occupons-nous-en. Ce serait un degré de plus dans la gravité, mais quand il y a des ingérences étrangères, c'est toujours qu'il y a un malaise intérieur. Et les narcotrafiquants, on les fabrique nous-mêmes. Les gens qui haïssent la France, qui haïssent l'État français, on les fabrique nous-mêmes. Donc les puissances extérieures ne font qu'instrumentaliser nos faiblesses. Donc effectivement, ce serait très inquiétant, mais il ne faut pas que ça serve d'excuse non plus aux politiques pour régler nos problèmes intérieurs, s'attaquer à notre état de droit, donner des moyens là où ils doivent aller et pas là où ils ne devraient pas être, etc. etc. Geoffroy, le mot de la fin, peut-être sur la question des ingérences, moi je ne le prends pas du tout à la légère, ce sujet, mais je rappelle juste qu'il y a quelques jours, on a appris que l'État algérien, en tout cas des relais de l'État algérien, ne se dérangeaient pas pour organiser des opérations de pieds nickelés, alors qu'ils ne réussissent pas, Dieu merci, mais pour enlever, séquestrer, peut-être même ont-ils voulu tuer un influenceur algérien qui était un opposant du régime. Et honnêtement, moi je connaissais mal cette histoire jusqu'à lire une longue enquête de Mohamed Sifawi qui raconte les connexions entre les représentants du régime et les gens qui ont agi dans cette opération particulièrement. Et vous vous dites, en fait, ils sont chez eux, chez nous, quoi. Donc aujourd'hui, Alexandre a raison, qu'il y a une volonté de l'Algérie de nous déstabiliser ou de la Russie de nous déstabiliser, mais qu'elle passe par des gens qui sont des Français élevés, biberonnés chez nous, protégés chez nous, etc. Vous retombez sur le problème de l'immigration aussi, dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi l'une des clés. Le narcotrafic se développe souvent dans des quartiers où il y a majoritairement des immigrés qui ne se sont pas intégrés et qui dont l'essentiel est intégré, mon cher Alexandre, on choisit l'économie parallèle. Françoise, dernier mot là-dessus Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a en effet une urgence à se saisir de cette affaire, que vous employez le mot guerre qui est en effet, et qu'on a toujours l'air de découvrir au dernier moment que d'une part on n'a pas les moyens de nos ambitions et que les paroles sont un peu vaines. Donc espérons que le tandem aujourd'hui qui est entre justice et intérieur qui marche main dans la main change un peu des épisodes précédents où ils avaient plus tendance à se tirer dans les pattes que travailler ensemble. Donc voyons-y l'espoir. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à Punchline aujourd'hui sur CNews et sur Europe.